Donc, j'ai vraiment le plaisir d'ouvrir donc cette nouvelle session de l'atelier Campus Condorcet Acasine, le fanzine, nouvel outil de recherche académique. Et je sais jamais s'il y a un point d'interrogation ou pas, mais au fur et à mesure, je trouve qu'on peut lever le point d'interrogation et le suivre d'un point d'exclamation, de 3 points de suspension, avec une séance aujourd'hui sur le fanzine d'intervention. Donc, ça sera le fanzine qui vient très directement en expérience et comment le fanzine, dans une situation donnée, dans un contexte, dans une communauté de pratique, œuvre, opère, qu'est-ce qui vient provoquer, découvrir, etc., créer. Donc, c'est cette proposition-là. Dans des univers, dans des paysages un petit peu différents, on a souhaité cette diversité. Alors, je vais faire en sobriété, je vais annoncer simplement les trois contributions. Puis, j'ai proposé à nos trois amis de commencer en disant 2 mots sur qui ils sont, comment ils souhaitent se présenter. C'est aussi une manière de se connaître et de rentrer dans le sujet. Donc, trois interventions qui se succéderont, voilà. Et après, le temps des échanges, des questions. Alors, possiblement, moi, c'est une hypothèse, on verra si elle fonctionne, si les trois intervenants qui découvrent un peu leurs propos, hein, ont envie d'interagir sur des premiers éléments. Et puis, très vite, on viendra en question à partir de vos propositions, de vos sollicitations. Donc, les trois contributions pour aujourd'hui, donc de Sylvain Chantal. Alors, je vais lire parce qu'il y a plusieurs fanzines qui sont listés. Alors, je vais le faire avec attention. Paplard, le Transborder, Roger le Chat, Une vie jalonnée de fanzines. Deuxième intervention de Nicolas Sidorov, La Palissade, une fanzine à Paris 8. Et troisième contribution, troisième prise de parole, Louis Stariski, Quand la recherche s'écrit en fanzine, une expérience dans les périphéries de Dunkerque. C'est un peu long. Voilà. Et donc on y arrive, c'est à Dunkerque. Je propose immédiatement, on va dans le vif de la discussion et de l'écoute. Je propose à Sylvain, voilà, de commencer son intervention. Merci à toi. Donc, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle donc Sylvain Chantal. J'ai été journaliste jusqu'en 2017. Et depuis 4 ans, je me consacre principalement à l'écriture fictionnelle, donc un peu dans tous les registres. Là, j'ai un roman qui vient de sortir le mois dernier aux éditions Le Dilettante. J'ai un film docu-fiction que j'ai fait avec l'ancien clavier de la Mano Negra qu'on a tourné en Argentine il y a 1 an et demi et qui est sorti il y a 5 jours sur une chaîne latino-américaine. Donc voilà, ça c'est pour ma partie réalisation. Et puis je m'essaye un peu au court-métrage et j'en ai fait un il y a 2 ans, mais c'est compliqué pour la recherche de production. Donc voilà, et les fanzines ont effectivement jalonné ma vie puisque j'en ai fait un premier quand j'avais 15 ans, quand j'étais au lycée, qui s'appelait Roger le Chat. On a fait 4 numéros. C'était un fanzine qui mêlait rock, théâtre et bande dessinée. Je faisais ça avec 2 copains de lycée, Christophe Grob, dont je n'ai plus de nouvelles aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il devient, si jamais il est branché, qu'il me contacte. Et en revanche, Olivier Texier, qui est resté un très très grand ami. Olivier Texier, qui était d'ailleurs en sélection cette année, en sélection officielle au Festival d'Angoulême. Donc ce fanzine qui mêlait les 3 disciplines a duré 2-3 ans. Et il avait pour particularité d'être dans un format différent à chaque fois. On avait sorti le premier numéro au moment où tous les médias avaient annoncé la mort du vinyle. Et du coup, notre premier numéro était sous forme de vinyle. Le deuxième numéro, on l'avait sorti à Noël, donc c'était un paquet cadeau avec plein de goodies. On n'appelait pas ça goodies à l'époque, mais il y avait des petits badges qu'on faisait nous-mêmes et tout. Le troisième numéro, là, c'était un peu notre chef-d'œuvre parce qu'il avait un peu marqué les esprits puisqu'il était diffusé dans une boîte de conserve, donc une boîte de conserve Certi. Ah bah voilà, oui, Samuel est en train de montrer la photo. Et non, là, on avait pas mal marqué les esprits parce qu'il fallait vraiment un ouvre-boîte pour accéder au contenu. Donc, on avait un copain qui avait 18 ans et donc le permis de conduire et qui nous avait amené avec sa 2 chevaux
dans une usine sur le port de Nantes, une usine qui s'appelait Carnot-Bassindre et qui nous avait réservé une partie de sa chaîne et un ouvrier pendant, je ne sais plus, 2-3 heures, le temps d'empaqueter tous nos fanzines dans ces boîtes de conserve. Et le 4e numéro, alors comment s'appelait Roger le Chat? On avait, ça c'est des choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, mais on avait trouvé un viticulteur dans la région de Nantes qui s'appelait Éric Le Chat, qui était Valette. Et donc on avait fait la cuvée Le Chat. Donc le journal était vendu avec une bouteille de vin avec notre effigie Roger Le Chat, et c'était donc la cuvée Le Chat. Donc voilà, bon, ça c'est des choses qu'on pourrait plus se permettre, je pense. Quelques années plus tard, avec Olivier, donc Olivier Texier, on a créé le Transborder. Et alors le Transborder, c'était encore un autre concept. C'était chaque mois, c'était un fanzine de 16 pages qui était imprimé sur rotative. Et chaque mois, on laissait les 12 pages de l'intérieur à un artiste. Donc, on a par exemple publié le tout premier texte d'Éric Pessan, qui depuis a écrit, je ne sais pas, 30 romans. C'était illustré par Françoise Breu à l'époque. Enfin bon, il y avait aussi des auteurs de bande dessinée, il y avait beaucoup de contenus très différents, encore une fois très éclectiques, un peu comme l'était Roger Le Chat. Et après, moi, dans ma vie personnelle et professionnelle, j'ai dû partir en Amérique latine et j'ai revendu le concept du transborder contre un franc symbolique. Donc, il y a une asso qui a repris le transborder pour quelques numéros et ils ont repris le concept. Voilà. Et puis, de manière un petit peu plus professionnelle et plus lucrative, on a, avec deux autres amis, donc Greg Bréhin et Jérôme Todon, on a créé un fanzine qui s'appelait Paplard. Euh, C'était diffusé chaque matin à 5000 exemplaires et c'était bouclé aux alentours de 3 heures du matin. Donc la première, donc ça a duré 4 ans et demi. La première année, on faisait 8 pages. Donc on partait de zéro le matin sur sur le chemin de fer et on bouclait nos 8 pages. Et puis la deuxième année, on est passé à 12 pages. La troisième année, à 16 pages. Et la quatrième année, on était bien rodé et on faisait 20 pages par jour. Euh, voilà, en faisant des interviews un petit peu décalées, dans le sens, quand je dis décalé, c'est que comme chaque semaine on était sur un festival différent, euh, on, on avait réussi un peu à apprivoiser les groupes puisque on partageait leur vie en fait. Un jour ils étaient à Belfort, on était là. 3 jours après ils étaient au Franco, on était encore là. Ensuite, ils étaient au Charru, on était là. Enfin bon, bref, du coup, on a réussi à installer des rapports un peu sympas avec les groupes. Et ce qui fait qu'on pouvait leur proposer tout et n'importe quoi, ils acceptaient tout le temps. Donc, je me rappelle même d'un petit scandale qu'on avait provoqué à Bourges parce que on avait fait croire que Zodo nous attaquait. Donc, notre une, c'était une imitation des avis de justice qu'on voit dans, je sais pas moi, dans Paris Match ou dans Libé. Et c'était Zodo qui nous attaquait. Donc ça, on avait fait ça avec eux, mais sauf que les gens y croyaient. Donc les Zodo ont eu quelques soucis en disant mais pourquoi vous faites ça à Paplard? Ils sont gentils, c'est pas sympa de les attaquer. Enfin voilà. Donc on provoquait des choses un peu rigolotes mais on a arrêté au bout de 4 ans et demi parce que moi j'en pouvais plus. C'était hyper physique parce que d'une, fallait boucler le contenu à 3 heures du matin, de deux, fallait boire des coups, et puis de trois, fallait être debout à 9 heures pour aller diffuser le journal partout sur le festival, puisque le journal devait être diffusé tant aux professionnels qu'aux spectateurs lambda, entre guillemets. Et donc voilà, c'était très très éprouvant, tout ça sur 4-5 jours de festival, et ce, toutes les semaines. Et on a publié en tout 132 numéros, ce qui représente à peu près 700 000 exemplaires. Et voilà. Et on avait une petite idée un peu marrante pour, euh, pour changer de festival en festival. On confiait la rédaction en chef à un invité
donc qui faisait avec carte blanche sur tout le magazine. Donc bon, principalement, il fallait qu'il fasse l'édito. Mais s'il voulait faire des photos, écrire d'autres chroniques ou faire ce qu'il voulait, il avait le droit. Donc on a eu plusieurs fois, par exemple, le président de Groland, Christophe Salingro. On a eu Jackie Berroyer. On a même eu Néné Chéri une fois, qui est resté 3 jours avec nous. Voilà, bref, c'était un moyen de médiatiser un peu le journal. Et puis le public qui commençait à nous connaître au bout de 3-4 ans avait la surprise à chaque fois de se dire, tiens, qui ils ont invité ce coup-ci. Voilà, et ce magazine était largement financé par la publicité, puisque les festivals ne nous payaient pas, ce qui nous permettait de garder notre liberté éditoriale. Donc, par exemple, on s'est fait virer à coup de pompe dans les fesses des Vieilles Charrues, par exemple, qui n'ont pas du tout apprécié ce qu'on avait fait. Et voilà, donc on n'a pas terminé le festival chez eux. Et voilà, et on avait des sponsors qui nous ont suivis dès le premier numéro. Donc c'était assez fou pour nous parce que ça représentait vraiment des dizaines de milliers d'euros, hein. On a eu Cronenbourg, la Société Générale et la Fnac qui nous ont suivis dès le début et qui se battaient même en début d'année pour connaître notre calendrier des parutions, pour réserver dès le 1er janvier la 3e de couverture du 12 juillet ou la 2e de couverture du 4 novembre. Oui, parce que nous avions aussi on peut penser que la saison des festivals, c'est surtout juin-juillet, mais nous, on avait des festivals dès le mois de janvier. On commençait, si je ne dis pas de bêtises, par Générique à Dijon, et puis on finissait en décembre au Transmusical avec à peu près un festival par mois, minimum, dans les périodes creuses. Et puis en juillet-août, eh ben là, c'était 4 festivals par mois, quoi. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, et puis je répondrai avec plaisir à vos questions tout à l'heure. Ça vous va? Ouais, comme il y a juste une petite fenêtre Mmh. de temps, une petite relance, Mmh. justement le fanzine dans le cadre des festivals, c'était quoi vos intentions est-ce qu'il y avait une ligne éditoriale spécifique pour un festival, enfin, ou bien c'était sur le moment, selon les occasions, enfin, etc. La ligne éditoriale, c'était de faire le plus de bêtises possible. Donc voilà, les rubriques étaient rigolotes. Par exemple, je me rappelle, moi, je m'étais lancé un challenge. Il y avait un groupe que j'aimais bien, un groupe anglais qui s'appelait East Tropical. Euh, on a fait, je sais plus, plein de bêtises avec eux sur plusieurs numéros. Une fois, je sais plus, ça s'appelait Vie ma vie de rocker, ou je sais plus quand ça s'appelait, mais une fois, je suis monté sur scène avec eux. Une fois, j'ai fricoté avec une des petites amies, une des petites groupies du groupe. Enfin, c'était des épisodes avec eux, et avec beaucoup de groupes qu'on aimait bien, c'était souvent comme ça. Alors, des groupes dont on n'appréciait pas forcément la musique, mais avec qui on avait sympathisé. Euh, on a fait par exemple beaucoup de bêtises avec les Naive New Beaters, dont je n'étais pas forcément fan, mais qui étaient vraiment très sympathiques et qui se prêtaient à toutes les bêtises qu'on leur proposait. Ouais. Donc voilà, si on avait quand même une très très grande attention aux photos et évidemment à l'orthographe et tout ça. Euh, L'idée de Paplard est venue un jour sur un festival où j'étais avec Greg, où il y avait une petite feuille de chou photocopiée et qui était truffée de fautes d'orthographe. Et les photos étaient en noir et blanc, mais noir et blanc un peu bouché et tout. Et on s'est dit avec Greg, bah, l'idée est super, mais il faudrait en faire un truc plus propre. Mmh. Donc voilà. Donc les seules fois où il y a eu des fautes d'orthographe dans Paplard, sur 132 numéros, c'est un soir où j'ai fait un malaise de fatigue, de trop d'alcool et trop de tout ça. Et je n'ai pas assisté au bouclage. J'ai pas suivi le bouclage. Et donc, le lendemain, par exemple, il y avait
Francophonie avec 2C, il y avait, enfin voilà. Mais c'est le seul numéro sur 132 où il y a des fautes. Voilà. D'accord. Merci. On va poursuivre et on va voir si Nicolas Sidorov a des bêtises à parler concernant Paris 8, si côté Paris 8 aussi il y a eu quelques bêtises de réaliser. Merci à toi Nicolas. Oui, des bêtises joyeuses en tout cas. Donc moi je m'appelle Nicolas Sidorov, je suis musicien au sens on va dire large du terme, et surtout pas que sur scène, mais plutôt dans l'idée de permettre au plus de gens de faire de la musique, donc plutôt dans le faire que dans le faire proprement dit. Et j'ai un rapport au punk hardcore, etc., mais aussi au squat et à quelques luttes sociales, et donc un rapport au fanzine assez passionné et intéressé, etc. J'en ai pas mal dans mes cartons, etc., et qui m'ont beaucoup nourri en termes du coup de concepts pour les fanzines un peu lutte sociale, et puis d'histoires de petits groupes qui sont totalement inconnus des grandes histoires grâce à quelques fanzines plutôt dans l'ordre musical du terme. Et du coup, j'ai parlé au nom d'un collectif qui s'appelle le Collectif en Devenir, parce que j'étais étudiant en M2 aussi pour vivre l'université, c'était celle de Paris 8, mais j'y reviendrai. Et pour l'instant, je poursuis dans une thèse de microsociologie des pratiques musicales en lien avec le réseau des fabriques de sociologie, avec la revue Agencement, etc., qui a déjà publié un article du collectif en devenir sur la pratique de fanzine. Mais du coup, on pourra mettre les liens s'il y a besoin, etc., dans la discussion après. Et donc, le collectif en devenir est né du désir un peu de faire collectif dans les recherches en tout cas universitaire au départ de quelques-uns des étudiants. C'est né dans les années 2015, enfin dans l'année 2015, mais les premières traces dites académiques datent plutôt de 2016. Et l'idée était de mieux et ensemble bricoler, expérimenter, se serrer les coudes dans nos travaux universitaires, et aussi de travailler l'institution depuis l'endroit où on est, c'est-à-dire donc pour le moment à l'intérieur de l'institution. Donc on a été étudiant, on est pour la plupart doctorants, et maintenant il y a même une docteure parmi nous, et puis le temps avançant, peut-être qu'un jour on sera tous docteurs, enfin en tout cas on l'espère. Donc on est autour de Paris 8, donc université qu'on appelle Vincennes à Saint-Denis, avec cette idée du projet qui est né en 1969 après le mouvement de mai 68 et qui est aujourd'hui implanté dans une ville on va dire de rencontres et d'interactions assez passionnante. On se rassemble aussi autour d'un laboratoire de sciences de l'éducation qui s'appelle Experis, donc dans cette université Paris 8, qui a un sous-titre Éducation tout au long de la vie. Alors, il y a plusieurs particularités qui font qu'on s'y est retrouvés un peu tous ensemble, dont deux intéressantes pour discuter de l'intervention et de la manière dont on essaye de s'y prendre pour intervenir. La première, c'est un vrai travail, ou en tout cas un travail intense et rigoureux sur l'implication des personnes qui mènent des recherches. Donc cette implication a au moins deux dimensions. Ce n'est pas uniquement la nécessité d'expliciter sa situation, mais c'est aussi celle de l'inscription dans l'action. Ce n'est pas juste observer et décrire depuis un extérieur, mais c'est aussi agir, et presque avec l'idée d'agir pour comprendre. D'où l'importance, par exemple, de la recherche-action dans ce laboratoire. Et le deuxième aspect dont on peut parler, c'est aussi l'analyse institutionnelle, cette idée d'une dialectique entre l'instituant et l'institué, et puis le fait de considérer l'institution pas comme l'établissement ou l'organisation, mais plutôt comme la dynamique qui construit toutes les pratiques, toutes les formes sociales, etc., qui a développé des dispositifs d'intervention de type soci-analyse, où des tiers extérieurs interviennent dans des groupes ou des collectifs, mais aussi l'analyse interne qui est menée par les personnes elles-mêmes vis-à-vis de ces dimensions institutionnelles. Et donc, c'est avec l'ensemble de cet arrière-fond, de ces références, de ces expériences qui sont beaucoup documentées aussi, notamment les journaux de Georges Lapassade, par exemple, dont on va parler un peu après. C'est des expériences qu'on a lues, dont on a discuté, qu'on a lues avec grand intérêt, dont on discute assez régulièrement des concepts d'institut, institué, institutionnalisation et toutes ces choses-là. Et donc, c'est avec tout ça que, du coup, je peux raconter l'histoire du premier ou de la première fanzine, puisqu'on en parle au féminin, en tout cas, qui s'appelle La Palissade. Et ce qui déclenche la publication de ce fanzine,
c'est l'écriture d'un article de recherche qui est spécifiquement adressé à la communauté de nos enseignants et enseignantes à l'époque du laboratoire, suite au mouvement social du printemps 2016. Et du coup, il y avait cette idée d'une validation universelle des travaux universitaires des étudiants de par leur implication dans le mouvement social. Il y a eu des AG, il y a eu un certain nombre de choses dans le cadre du département et pas mal de choses nous avaient déplu, donc on avait souhaité raconter cette histoire-là depuis notre point de vue et de l'adresser assez directement à la communauté des enseignants et des enseignantes. Et dans la conférence de rédaction de cet article-là qui a lancé l'écriture, on était une petite dizaine, donc il y avait des étudiants de licence, de master, des doctorants aussi. C'était, je crois, au mois de juin, mais j'ai pas retrouvé la date là dans les mails qui me restaient dans mon ordi. Il faudrait que j'aille chercher dans les archives un peu plus loin. Mais en tout cas, il a été prêt début juillet, après un gros travail de bibliographie, dans les écrits des gens de Paris 8 et des gens des sciences de l'éducation de Paris 8 sur l'évaluation. On a mené aussi 2 entretiens assez longs avec des personnes historiques du laboratoire pour qu'ils nous expliquent un peu la manière dont ils avaient vécu l'évaluation, dont ils comprenaient l'évaluation, etc. Histoire de révéler un peu, en tout cas à nos profs, entre guillemets, ce que pouvait représenter cette histoire autour de la validation universelle. Et donc, on a écrit un article qui s'appelle « La validation universelle comme analyseur de l'institution universitaire, une mobilisation à l'université Paris 8 entre mars et juillet 2016 ». Donc en fait, c'est pas du tout encore un fanzine à cette époque. Donc on le publie sur la liste mail de mobilisation Paris 8 qui s'est créée à ce moment-là, dont on sait qu'il y a un certain nombre de lecteurs et de lectrices du laboratoire qui sont inscrits sur cette mailing list. Et puis on envoie un mail aussi à l'équipe enseignante et on n'a strictement aucune réponse, aucun écho, rien du tout. En même temps, c'est l'été et tout. Donc arrive septembre, la rentrée, pas plus d'écho, rien. Et tout, et donc on se réunit plusieurs fois et on se discute de faire quand même quelque chose avec cette idée-là en tout cas, raconter cette histoire depuis notre point de vue et de venir pointer un certain nombre de contradictions qu'on avait lues entre le discours et les faits. Et l'idée d'un fanzine arrive assez vite, donc le do-it-yourself, on est plutôt assez familier de cette notion-là, du coup le punk dont j'ai parlé, indie media, les infokiosques, etc. Et on décide d'appeler ça une fanzine et de l'appeler La Palissade. Et du coup, je me souviens plus exactement, mais c'est un peu comme les discussions pour fabriquer les noms de groupes de rock. C'est assez fou. Puis en fait, il y a ce nom-là qui ressort et on se dit oui. Puis de toute façon, il faut le sortir. Donc on choisit La Palissade, qui est une forme de petit clin d'œil à quelqu'un dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Georges Lapassade. Un nom très présent. C'est un personnage historique de Paris 8, du laboratoire en particulier, et d'un certain nombre d'interventions qui ont fait quelques échos. Et en plus, on est dans la salle qui porte officieusement son nom. Enfin, officieusement, du coup, c'est la A437, officiellement, mais le trousseau qui permet d'y avoir accès s'appelle La Passade, aussi, encore aujourd'hui. Et donc, c'est l'endroit qui lui a été attribué pour travailler quand il était à la retraite. Et donc, c'est un des endroits dans lesquels les étudiants peuvent se réunir. Pas très grand, avec une fenêtre qui n'est pas une fenêtre, mais qui est juste au plafond, qui laisse passer un peu de lumière et dont l'interrupteur est dépendant de la salle d'à côté. Une petite salle assez intéressante, en tout cas à Paris 8. Et donc l'idée est de fabriquer un objet qui puisse se diffuser, puisque le passage par mail n'avait pas eu beaucoup d'effets, en tout cas visible. Et donc on a fabriqué un objet avec donc cet article-là, puis un compte-rendu d'un cours qu'on avait mené avec des masterants. On l'a distribué assez largement aux étudiants, aux profs qu'on croisait. On a bricolé un petit dépôt, servez-vous, avec quelques exemplaires, une affiche avec un fanzine dispo avec le titre de l'article qui était le truc principal dispo dans ce fanzine. Donc on avait mis ça le long d'un mur dans le couloir de Paris 8 qui concerne le laboratoire en question. Donc assez vite, on a occupé la salle aussi, on l'a réaménagée et des affiches ont disparu, le support Servez-vous a disparu, donc on a essayé de mener l'enquête et assez vite, on a sorti un deuxième numéro du fanzine qui était sur l'auto-organisation cette fois. Peut-être un peu moins de recherche, même s'il y avait des extraits d'articles qu'on a
qui avait été déjà publié, et puis il y avait des récits d'histoire de cette salle, par exemple, dont j'ai résumé un peu très vite les faits. Et ça, du coup, le novembre 2016 pour la première fanzine, et décembre 2016 pour la deuxième. Et donc, en fait, on a eu quelques retours, là, cette fois-ci, de personnes qu'on a croisées, mais plutôt après le deuxième, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps entre le premier et le deuxième. Des retours du type ah, là, vous allez un peu loin, je ne vous suis plus, au sens de suivre. Donc, sous-entendu, peut-être que cette personne-là nous suivait sur le premier et donc voulait appliquer la validation universelle et de considérer qu'un certain nombre d'actions ou de participation, d'implication dans le mouvement social pouvaient faire validation de travaux universitaires, en tout cas en master ou en licence, et tout. Donc, c'est petit effet, mais à ma connaissance, la validation universelle n'est toujours pas en cours à Paris 8. Donc, petit effet, mais pas gros effets. Après, on en a sorti plusieurs, notamment des films. On est en train de préparer le 7e qui sera sous forme vidéo. Et le 6e, on l'a fait à New York. Du coup, on était invité pendant 2 jours dans un colloque. On avait été invité sur l'idée de fabrication sur place du fanzine pendant le premier jour, de manière à pouvoir l'imprimer, le diffuser le lendemain. Mais en fait, on n'a pas eu le temps de demander pour l'atelier qui nous permettait de construire les éléments pour venir nourrir ce fanzine, ni même la possibilité d'imprimer, alors que c'était quand même assez clairement ce qu'on demandait. Alors, on a quand même fait l'atelier dans le temps qu'on avait. On a fait le deuil de sortir le fanzine pour le lendemain, mais en même temps, dans la soirée, en déambulant un peu dans les rues new-yorkaises à Brooklyn et en réfléchissant à ce qu'on pourrait faire quand même pour agir et signifier, pour donner signe, etc. L'un ou l'une d'entre nous, je ne me souviens plus exactement qui, chope une affiche sur un feu de circulation avec une petite échelle qui pouvait faire une forme de couverture. Et alors, on est allé dans un bar et on s'est installé, on a bricolé une petite édition qui ressemble à ça, sur 2 pages. J'espère que, du coup, je ne sais pas si la caméra fait le point. Voilà, juste un truc assez, du coup, en anglais, avec cette fois-ci, du coup, des choses déchirées et puis des choses écrites à la main qui font en tout cas sens pour nous, en utilisant ce qu'on appelle, en tout cas en analyse institutionnelle, l'analyseur argent, en venant pointer que les 18 étudiants qui participaient à l'atelier dépensaient $530 à 18 pour les nuits, et que les 9 enseignants et membres de l'administration qui étaient là utilisaient, eux, $1 773 par nuit. C'est le petit point qui est là. Et ce qui a fait un peu parler le lendemain, quand on est allé le distribuer, en disant ah, mais quand même, vous ne pouvez pas dire que les universitaires sont des privilégiés, c'est pas de la recherche, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nous qui avons eu besoin de répondre, mais c'est une des participantes à l'atelier qui a répondu en fait, il y a écrit que l'information en dollars par nuit récoltée dans l'atelier. Nos recherches ne concluent pas si précisément. Cette interprétation est intéressante, mais c'est la vôtre. Donc, pareil, je ne sais pas exactement si ça a eu des effets grandioses, etc., mais c'était plutôt intéressant de pouvoir discuter de ces choses-là avec des personnes, des choses dont on ne discute pas si souvent que ça, et peut-être que les prochaines fois, dans les colloques, il se peut qu'il y ait des choses autour de ça qui ressortent, ou en tout cas, on essaye de participer à ça depuis l'endroit où on est. Je voulais terminer juste sur l'idée d'intervention. Pour nous, c'est assez clairement l'idée de changer des choses et de participer au changement d'un certain nombre de choses, voire des transformations sociales. Et intervenir, c'est venir entre. Donc, pour nous, ce serait plutôt agir entre. Et puis peut-être que la première intervention, elle est déjà entre nous. Que l'ensemble du processus de fabrication d'un ou d'une fanzine est déjà pour nous une intervention, en tout cas dans le cadre de notre collectif. Le premier article, on l'a écrit sans du tout l'idée d'avoir quelque chose à faire dans un ou une fanzine, mais en tout cas maintenant on commence à écrire des choses en vue de publier dans un ou une fanzine, et l'écriture collective est extrêmement intéressante, notamment dans le cadre d'une publication un peu do it yourself dans laquelle on est assez libre de faire plein de choses. Entre, c'est aussi les interstices où c'est possible pour nous d'aller,
une autopublication, c'est assez facile à faire quand on a des possibilités d'impression à la perruque et tout. Ça se distribue main à la main, c'est des occasions de rencontres, de discussions, ça peut rester sur les murs, ça peut se mettre à côté du petit déjeuner à New York, etc. Donc c'est assez facile pour nous de pouvoir, en tout cas, mettre un petit exemplaire papier à des endroits. Et peut-être la dernière dimension d'intervention dont je voudrais parler, c'est du coup ça fait trace, ça fait archive, ça participe à l'histoire, et puis à l'histoire un peu différente de celle des puissants. Par exemple, le premier numéro de fanzine dont j'ai parlé sur l'évaluation, on l'a déjà renvoyé 2 fois sur des mailing lists suite à des choses qu'on voyait discuter. Des gens nous ont demandé de le recevoir parce qu'ils en avaient entendu parler, et il est dispo aussi ailleurs sur un des carnets hypothèses de sciences sociales et émancipation des collègues de Toulouse qui l'ont mis en lien et tout. Donc il y a une espèce d'intervention sur le long terme aussi, puisque la trace existe, elle peut faire action à un certain nombre de temps avec la manière dont des gens peuvent l'utiliser. Voilà. Merci. Louis Stareski et possiblement quelques bêtises à Dunkerque. À toi, Louis. Merci. Par contre, j'ai l'impression que Pascal parle, mais je ne l'entends pas, moi. Ouais, moi c'est bon, je l'ai entendu. Tu m'entends, Nico? Oui, le Non, son non passe, plus. oui, je pense, oui. Ouais, enfin le son passe, Pascal, de mon côté. Ok. Du coup, Louis Stareski, je suis doctorant à l'université Paris 8, aussi membre du collectif En Devenir. Donc voilà, une des personnes qui coopèrent au fanzine La Palissade dont Nicolas vient de parler. Et puis voilà, je prépare une thèse qui porte sur les questions de droit à la ville et de fabrique de la ville par le bas, et j'interviens dans des recherches-actions en quartier populaire. Notamment une depuis 2017 qui se passe dans les périphéries de Dunkerque, voilà, plus précisément à Saint-Paul-sur-Mer, et encore plus précisément dans le quartier Guillemère-Jean-Bart, qui est un quartier populaire et un quartier dit prioritaire de la politique de la ville. C'est un quartier qui subit actuellement une rénovation urbaine, donc dans le cadre des politiques de rénovation urbaine menées par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et le projet dans lequel nous, alors quand je dis nous, c'est Pascal Nicolas Lestrade, moi, Louis Stareski et Martine Bodino, donc 3 chercheurs présentés comme sociologues sur ce terrain-là. Donc dans lequel le projet, alors je me suis un petit peu perdu, le projet ANRU auquel on participe, donc qui s'appelle projet ANRU ENRUE, et qui est un projet de réappropriation des espaces publics de ce quartier, en rénovation urbaine. Et l'idée, c'était de dire on va se réapproprier le quartier avant que l'État vienne rénover. On va rénover avant que l'Agence nationale de rénovation urbaine, donc l'autre ANRU, vienne rénover. Nous, on arrive dans cette agglomération dunkerquoise en 2017 avec voilà, l'idée on va mettre en place une recherche-action. Donc une recherche-action, pour ceux qui savent pas tout à fait ce que c'est ou la distinction qu'il y aurait avec une recherche de sociologie classique, je dirais que c'est un art de faire recherche en coopération avec l'ensemble des personnes qui participent aux actions et aux projets auxquels on est associé. Donc là, pour nous, l'idée, c'était de faire recherche avec ce collectif hybride donc, qui réunissait des habitants du quartier, des éducateurs de rue, des artistes, des architectes, et puis nous 3 sociologues. Pour reprendre une définition que donne René Barbier de la recherche-action, et la détourner un petit peu, il dit que c'est une tentative pour coproduire, alors je rajoute, pour coproduire du possible, du savoir, de la connaissance et du sens, avec toutes celles et ceux qui refusent d'être dépossédés de leur existence concrète, économique, sociale, culturelle, symbolique, et je peux rajouter urbaine, artistique, citoyenne, démocratique. Et donc, dans le cadre du projet ANRU, c'était vraiment d'essayer de ne pas se laisser déposséder de notre droit à la ville, et puis de notre droit à faire enquête, diagnostic, de notre droit à la parole, de notre droit à l'écriture, voilà, de notre droit à la recherche.
L'hypothèse du fanzine en rue, elle arrive justement en plein dans cette idée de recherche-action. C'est-à-dire dans les démarches de recherche-action classiques, donc il y a le moment de coproduction, on pourrait dire, de la connaissance qui se fait avec les différentes personnes qui participent donc aux actions et aux projets. Mais généralement, la limite qu'on retrouve dans la plupart des recherches-actions, c'est le moment de l'écriture, qui reste un moment où la recherche-action vient se réinstituer et puis redevenir un peu une recherche classique, parce que voilà, généralement, le moment de l'écriture, c'est là où on va venir voilà, écrire un rapport, un article, et du coup, où le chercheur voilà, reprend un peu sa spécialité et va livrer une écriture un peu classiquement attendue de la recherche. Et voilà, c'est toujours un peu le défi dans la recherche-action de voir comment est-ce qu'on va réussir à coproduire une écriture collectivement. Et, nous, c'est ici que l'idée de produire un fanzine arrive. Moi, donc, précédemment, j'avais eu cette expérience de fanzine avec le collectif En Devenir, et puis je fais l'hypothèse de me dire, voilà, c'est un outil qui est suffisamment hybride pour pouvoir rassembler différentes sensibilités d'écriture, différents types d'articles qui peuvent aller, comme nous on le faisait dans le collectif En Devenir, de l'article quasiment classique en sciences sociales jusqu'à des interviews, comme on peut le voir dans les fanzines musique, des photos, du dessin. Voilà, ça me semblait être un outil hyper intéressant pour ça. Et donc, on le propose au collectif et donc aux gens qui habitent aussi le quartier. Alors, quand on le propose, la plupart des gens ne savent même pas ce qu'est un fanzine. Donc, on y va depuis la petite définition de voilà pourquoi proposer un fanzine, puis qu'est-ce qu'est le fanzine. Et puis l'expérimentation vient, on commence à sortir le premier numéro. Alors la seconde, donc la première hypothèse, c'était l'hypothèse on sort un fanzine en rue qui nous permettra d'hybrider un peu les écritures et de proposer une écriture de la recherche qui soit coproduite par les différentes personnes. Et la seconde hypothèse, c'était on essaye de faire tenir la production, la temporalité de production du fanzine dans les temps de chantier du collectif. Alors, il faut savoir, le collectif se réunissait pendant des périodes de 3-4 jours à une semaine, à des fois 10-15 jours, de chantiers dans l'espace public, donc des chantiers pirates dans lesquels voilà, on tentait alors soit de faire des bancs dans l'espace public du quartier, faire créer des modules, des tables, des jeux. Voilà, on est sur un quartier dont les espaces publics sont totalement délaissés par le bailleur social. Et du coup, l'un des premiers gestes du collectif, c'est de tenter de venir construire dans l'espace public ce que le bailleur social ou les politiques publiques ne mettent pas. Et nous, l'idée, c'était de dire, voilà, pendant ces phases de construction où on invite tout le monde à participer au chantier pirate, bah, nous, on va venir inviter à participer au chantier sociologique et du coup à la production de fanzine. Ce qui était hyper intéressant, c'est que tout de suite, en fait, le fanzine, il est devenu trop difficile à produire par une personne. Donc c'était, enfin, on a vite été dépossédé, heureusement, de la production du fanzine, parce qu'il y a par exemple, les archis qu'on proposait. Tiens, nous, on a des compétences sur InDesign. On peut te proposer alors moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. On peut te proposer de mettre en forme le fanzine sur InDesign. Très bien, on laisse passer. Certains qui ont l'idée de mettre des photos, d'autres du dessin, du texte, etc. Et ça devenait du coup trop difficile à faire à un. Et donc, ça, c'est super parce qu'à partir du moment où c'est trop compliqué, bah, la coopération devient incontournable pour sortir un fanzine, à tel point que si les gens n'étaient pas réunis, le fanzine ne pouvait pas aboutir. Et donc, c'est arrivé que les fanzines débordent le temps du chantier parce qu'il n'y avait pas suffisamment les personnes en présence ou les personnes disponibles pour nous aider à finaliser le fanzine. Donc, ça a été en ça une des réussites de ce fanzine d'intervention, ça a été vraiment de pouvoir le coproduire, enfin d'être obligé de le coproduire à plusieurs. Donc voilà, il réunit des textes donc je remonte quelques exemples ici. Voilà, ils sont disponibles sur le blog En Rue, fabrique de sociologie / En Rue.
il réunit des textes d'habitants, notamment, là je vois, j'ai entre les mains le premier fanzine numéro 0, dans lequel on a mis des extraits de recherches qui étaient menées par des éducateurs du quartier qui étaient en reprise d'études et qui, dans le cadre de leur reprise d'études, avaient à produire un mémoire. Et du coup, on mettait des extraits de leur recherche. Ça a été hyper important parce que généralement, quand des chercheurs arrivent sur un projet, ils viennent un peu effacer les autres dynamiques de recherche qui sont déjà en cours. Et nous, on a la certitude que la recherche est toujours présente et qu'il y a toujours des formes d'écriture qui existent. Et du coup, le fanzine, c'était vraiment le lieu aussi pour se rendre attentif, en fait, donc c'est un outil, en fait, qui permet de cultiver cette écologie de l'attention des autres recherches en présence sur un territoire, des autres voilà, manières d'écrire et de rendre compte de situations. Donc, à un autre endroit, il me semble que c'est le fanzine numéro 2, qui est donc le troisième fanzine. Voilà, on a des extraits d'un journal que tient une des personnes, donc Claire, qui est une des personnes qui participaient au projet, donc qui a bien voulu nous donner des extraits de son journal pour qu'on donne à voir voilà, toutes ces formes d'écriture. Un peu après, toujours dans le numéro 2, on a un extrait qui s'appelle Fictionner en rue, donc en rue ENRUE. On partait du constat que les diagnostics qui étaient mis et les projets de rénovation urbaine étaient des sortes de fictions en fait, qui projetaient le quartier sur 30 ans et que ça, seuls les décideurs et les aménageurs avaient le droit de fictionner. Donc on s'est dit, bah voilà, le fanzine, ça peut être aussi un droit à la fiction qui se démocratise. Donc voilà, il y a Saïd, Morad, Gaïa, Christian, Feda et Patrick qui proposent des fictions de qu'est-ce que va être l'avenir d'Enrue, ENRUE. Voilà, donc l'idée pour nous, c'est que le fanzine, c'est devenu un espace pour expérimenter voilà, des droits politiques qui sont pour nous essentiels, et notamment dans ce moment particulier qui est une rénovation urbaine dans un quartier populaire, voilà, réaffirmer que tout le monde a le droit à faire enquête, le droit à la parole, le droit à l'écriture, à la recherche, et que c'est pas simplement en arrivant avec des bonnes intentions, nous, en tant que chercheurs, qu'on peut le mettre en place, parce qu'on aurait pu aussi, nous, derrière, on reprend l'écriture et qu'on se remet aux manettes d'une recherche qui serait simplement, en fait, en filiation des habitants, on les prive aussi de ce droit-là. Enfin, c'est souvent ce qu'on fait. Et du coup, le fanzine a permis, il me semble, voilà, d'essayer d'aller jusqu'au bout de l'hypothèse d'une recherche en coopération, en tentant ce geste-là d'écriture collective. Voilà un peu ce que je peux dire. Et puis après, on peut rentrer plus en détail dans les différents numéros. Il y a pas mal de bêtises qui sont écrites qui sont écrites dedans. Là, je dis un des propos. Donc, on avait un entretien avec Salem, un des habitants du quartier, puis autour des bancs qu'on construit dans l'espace public. Donc, l'échange s'intitule Poser un banc et politique, qui est un des mots que Salem nous disait, et qui commence par une page d'écriture voilà, qu'on verra rarement un rapport de recherche écrit dans cette taille-là, et qui dit: à Saint-Paul, j'aurais bien fait des tours de siège et des catapultes, mais bon, ils ont décidé de fabriquer des bancs. D'accord, on s'y est mis. Et alors, ça, par exemple, si il nous l'aurait dit en entretien de recherche, ça aurait été bon, qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on l'interprète, faut le remettre dans le rapport, c'est quelque chose de très fort, mais en même temps, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Et ce qui est vachement bien avec le fanzine, c'est qu'en fait, on a juste à l'écrire en énorme, et puis ça remplit une page, et c'est très bien, et ça nous empêche et à la fois de travestir le propos, parce qu'il faut le polisser dans un rapport de recherche, et en même temps, ça nous permet de pouvoir le mettre voilà, tel quel. Donc voilà, le fanzine en recherche-action, pour nous, ça a été un super outil, donc, qui a commencé le 1er juin 2018 et qui s'étale jusqu'au dernier, ce qui devait sortir en 2020. Voilà, il n'y en a plus eu énormément depuis. Oui, dernière hypothèse, si je ne sais pas, parce que tu me dis si jamais j'ai
j'ai plus de temps, n'hésite pas à me couper, mais qui est une hypothèse d'ailleurs que Pascal a proposé, qui disait, alors c'est le fanzine numéro 3 qui s'est écrit dans le cadre de la réappropriation d'un des bâtiments du quartier qui nous a été plus ou moins confié ou qu'on s'est plus ou moins attribué selon des manières de lire l'histoire. Mais en tout cas, on a occupé un des bâtiments du quartier avec le collectif en rue. Et donc, on réhabilitait le lieu collectivement. Et Pascal a écrit un des articles qui s'appelle Un lieu se construit aussi avec des mots. Et donc, il me semble que le fanzine, c'est ça aussi, c'est construire. Ça a permis de construire aussi le projet avec des mots, des images, des dessins. Et ça a été une des manières enfin, aujourd'hui, c'est devenu quelque part, ça fait partie du sens commun du quartier, quoi. Tout le monde sait ce que c'est un fanzine, l'a vu passer entre ses mains. Et puis, voilà, voir à peu près comment ça se fabrique et ce que ça produit. Je passe, mais parmi les réactions qu'il y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a un fanzine qui a été très, très lu par les politiques locales, voilà, de l'agglomération. Et parfois pas si bien pris que ça, parce que l'hybridité du fanzine, ce qui était hyper intéressant dans ce fanzine en rue et en recherche-action, c'est que c'est à la fois porté par des habitants, donc il y a cette espèce de légitimité, et en même temps, il y a aussi des chercheurs qui sont affiliés à ce fanzine, donc d'un coup, ça devient plus sérieux, donc c'est lu avec aussi plus d'attention. Et donc, c'était ça qui donnait vraiment la force à ce fanzine, c'était qu'on pouvait pas l'ignorer, on était obligé de le lire, fallait le lire avec une certaine attention parce que c'est quand même des universitaires qui le produisent, et en même temps, c'est des habitants qui disent des choses que les universitaires écoutent, etc. Donc c'était hyper intéressant de jouer aussi avec l'hybridité du collectif et de l'écriture. Voilà. Merci. Donc on passe dans le deuxième moment, de pouvoir revenir un petit peu en question. Peut-être soit Samuel, tu as déjà des questions. Alors, sinon, ouais, vas-y. Ce que je propose, c'est que les personnes qui veulent, j'ai envoyé le lien, donc peuvent nous rejoindre maintenant sur whereby.com Akazine. Autrement, effectivement, je ne sais pas si tu as des questions, Pascal. Moi, j'en ai de mon côté, j'en ai reçu autrement de la part de Jérôme Guibert, qui va peut-être nous rejoindre. Mais est-ce que Pascal, tu veux faire un premier commentaire ou est-ce qu'entre vous, vous avez des questions peut-être Ouais. Peut-être un premier tour d'écran, de table, si entre vous il y a comme ça des premières réactions, des choses qui ont pu faire un peu écho, qui ont été un petit peu raccord. Sinon, bah, Samuel, tu prends la main. Hein. On laisse quelques secondes. Ouais, on va laisser, il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre. Moi, il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit. Je regarde, ouais. Est-ce que finalement le fanzine, dans les trois témoignages finalement, est-ce que c'est toujours forcément quelque chose qui bouscule l'ordre établi? C'est-à-dire, est-ce que le fanzine, il est toujours rugueux? Parce que je vois entre Sylvain au début où tu nous dis finalement les Vieilles Charrues, le festival des Vieilles Charrues qui vire Paplard, donc en fait un festival qui vire un média, c'est pas anodin. Je pense que quasiment aucun festival ne se permettrait ça, mais c'est un fanzine, finalement on se dit, bon bah on peut le virer. Alors il y a deux choses, on peut le virer parce qu'il apporte finalement trop de rugosité, enfin il va pas dans le... Hein, il ne brosse pas dans le sens du poil. Nicolas aussi, tu nous as dit ça tout à l'heure, hein, finalement, tout de suite, ça pose problème. Quel est l'espace? Jusqu'où vous avez le droit de vous exprimer, finalement? Et puis, Louis également, tu nous disais que finalement, c'était une écriture de fiction qui était un peu parallèle par rapport au réel, aux projets architecturaux et tout. Donc, est-ce que le fanzine doit se cantonner finalement tout le temps dans les marges, d'après vos expériences respectives? Et je sais pas, Sylvain, il faut allumer les micros. Hop, attends. C'est bon? C'est bon. Bah nous, on travaillait quand même en bonne intelligence avec les festivals, même si effectivement on n'était pas le média officiel du festival. Mince, je m'entends en double là.
Ah oui, c'est Jérôme qui vient d'arriver et qui n'a pas coupé son enceinte. Coupe ton micro, Jérôme, s'il te plaît. Bonjour Jérôme. Oui, qu'est-ce que je disais? Effectivement, on n'était pas la voix de 100 mètres, puisque nous, la seule condition pour qu'on vienne, c'était qu'on puisse dire ce qu'on voulait. On avait presque tout le temps accès à tout. Quand je dis accès à tout, c'est accès à l'espace pro, bien évidemment, accès au backstage, où on devait rencontrer les gens. Oui, il y a eu 2 fois. Il y a eu Art Rock où ça s'est mal passé, et il y a eu ça s'est mal passé la dernière année, et il y a eu les Vieilles Charrues. Je sais pas si je referais la même chose. Peut-être qu'à la fin on était trop caustique. Peut-être que à la fin on s'amusait tellement et on faisait tellement n'importe quoi, mais bon, tout en produisant quand même du contenu sérieux et toujours en temps et en heure. Hein. Jamais on a failli une seule fois sur la diffusion du magazine à 9-10 heures le matin. Mais je pense oui, on s'amusait trop, quoi. Et bon, là, par exemple, les Vieilles Charrues, on s'était fait virer parce que du jour au lendemain, ils avaient augmenté le prix des boissons. Et donc, ça, on l'avait dit, puisque ça intéresse tout festivalier de voir qu'une bouteille de Lillet était à 12 euros un mercredi et à 25 un jeudi. Donc, j'avais écrit un petit truc un peu caustique, et puis, bon, bah voilà, le directeur de la restauration des Charrues voulait mais quasiment nous péter la gueule, tout simplement. Donc, est-ce qu'il se serait permis ça avec Ouest France, aux Vieilles Charrues ou le Télégramme? Je n'en sais rien, je pense pas. Mais nous, bon, on n'avait pas beaucoup de pouvoir, si ce n'est d'être diffusé partout, à la buvette, à l'entrée des concerts. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon. Bah, Oui, si, oui. sur comment c'est considéré, effectivement. Il y avait, finalement, vous étiez un média un peu prestataire d'une certaine manière. Vous étiez là, pas pour embêter le monde, quoi. Voilà, ouais, peut-être. Mais nous, on s'en fichait, puisque, encore une fois, on n'était pas payé par eux. Oui. Donc, les, les seuls avantages qu'on avait, c'était effectivement l'accès à peu près tout le site du festival, et souvent l'hébergement. Donc, l'hébergement, ça voulait dire qu'ils nous louaient ou ils nous aidaient à trouver une petite maison où on venait à 5-6. Voilà. Mais voilà, non, on avait une grande liberté éditoriale. Et puis, encore une fois, ce que je disais en préambule, les artistes nous aimaient bien. Ils aimaient bien passer du temps avec nous parce qu'on leur proposait toujours des choses un peu différentes que. Alors, c'est pas pour critiquer les collègues, hein, mais que les sempiternelles questions, comment vous êtes formés, nanana, machin. Nous, on leur proposait n'importe quoi, du genre, tiens, ben, viens, tu vas corriger ton Wikipédia. Donc, on corrigeait avec eux toutes les fautes qu'il y avait dans le Wikipédia. Voilà, donc on pouvait pas trop nous toucher dans le sens où les artistes nous aimaient. Voilà. Peut-être avant de donner la parole à Jérôme, la même question en contexte universitaire. Je ne sais pas si Nicolas, est-ce que le fait que les étudiants vous aimez vous a un petit peu sorti d'affaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est question d'être sorti d'affaire ou pas. Après, du coup, il y a une position de domination qui fait que, en fait, faire en sorte de ne pas voir inclut une non-existence. Par exemple, quelqu'un qui ne parle pas de ça alors qu'il l'a parfaitement lu, etc., mais qui du coup ne le met pas sur la place publique, fait que, en fait, tu n'existes pas. Donc ça, moi j'ai l'impression qu'on l'a un peu subi, mais du coup il faudra avoir des témoignages du coup un peu plus consistants, et peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour que les langues se délient de qui a lu, qui a été choqué, etc. Et après, le rapport à la marge, moi je le trouve plutôt joyeux, en tout cas. Peut-être parce que le centre de la page est tellement violent et tellement j'ai pas d'autre mot que détestable là, mais je trouve que la marge est plutôt agréable, et
En tout cas, je trouve que la marge, elle se travaille depuis un endroit, du coup, assez intéressant, parce on n'a pas fait que des fanzines d'intervention qui voulaient bousculer des trucs, etc. Et je pense que bousculer, par exemple, ça a été beaucoup plus efficace dans un certain nombre d'AG dans lesquels des choses ont été dites en face des personnes, etc., que le fait d'avoir une trace papier à un moment qui peut changer les choses et tout ça. Mais on a fait aussi des fanzines qui étaient plus de l'ordre du témoignage, notamment un exemple qui est fait sur A1 recto verso en couleur, et dont on a pu à un moment avoir l'opportunité de pouvoir en sortir 30 exemplaires, qui étaient destinés aux personnes qui avaient aidé à construire ce fanzine-là, qui faisait un acte d'une rencontre sur l'éducation populaire politique qu'on avait organisée. Et en fait, on n'a plus du tout accès à des impressions A1 couleur recto verso. Et donc en fait, ce truc-là est entre guillemets disponible sur Internet, mais c'est uniquement quoi. Et du coup, ça, je trouve dommage. Et par exemple, c'est une vie dans la marge qui est pas du tout bien conçue, quoi. Par exemple, on aurait mieux fait de faire plusieurs pages noir et blanc photocopiables en A4 standard sur des pots photocopiques. En tout cas, dans le terme, dans le vue de projet, ça fait un peu un espèce de hardzine, alors qu'en fait, on voulait surtout pas que ça soit un hardzine, quoi. Je crois que ça rejoint une question que voulait poser Jérôme tout à l'heure, enfin qui m'a envoyé par SMS. Tu vas peut-être la poser, Jérôme, si tu ouvres ton micro. Merci de me donner des conseils techniques. Ouvre ton micro. Tu as raison que c'est plus facile. Mm. Donc voilà, donc Jérôme, que je suis du groupe aussi, donc à Casine. Et merci beaucoup pour vos interventions. Du coup, j'avais pas mal de questions, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser mes 3 questions en fait qui s'adressent aux trois intervenants, et puis éventuellement à Pascal, et puis vous répondrez si jamais ça vous intéresse de réagir sur une des choses que je me suis demandé. La première chose, c'était en vous entendant. Ça donne évidemment le vertige sur évidemment l'ensemble des discours médiatiques qui nous disent notamment qu'avec les réseaux sociaux et les smartphones et le fait que voilà, les téléphones puissent se déplacer n'importe où, du coup la communication est accrue et il y a de plus en plus de communication, notamment interpersonnelle, mais aussi communautaire, entre guillemets. Et donc au début, j'entendais Sylvain, je me disais, mais ils disent qu'ils ont arrêté Paplard dans les festivals, mais finalement, est-ce que de toute manière, les téléphones n'auraient pas tué Paplard si vous n'aviez pas arrêté? Et en fait, en entendant aussi Nicolas et Louis, je me suis dit, euh, mais peut-être que vous travaillez aussi là-dessus. Comment, du coup, la dimension fanzine et la dimension matérielle, ça permet aussi de construire une alternative, je dirais, à une communication satellitaire et numérique, quoi. Finalement, peut-être que au début, vous construisez pas l'élément, enfin, le dispositif comme ça, mais finalement, c'est ce sur quoi ça joue. Et parce que finalement, un des éléments importants, je trouve, de vos 3 expériences, c'est le fait que ce soit situé dans le temps et dans l'espace, mais surtout situé dans l'espace, dans un petit espace. Et donc, du coup, ça a un effet sur la communication. Mais voilà, je voulais juste vous entendre peut-être sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez connaissance de gens, par exemple, qui essayent de faire comme vous, mais par l'intermédiaire de réseaux sociaux, ou alors est-ce que ça marchera jamais, etc. Ça, c'était la première idée que j'avais. La deuxième idée, c'était est-ce qu'il y a une dimension artistique dans vos projets, dans vos 3 projets? Parce que au début, quand vous parliez de la passade, et puis même de toute manière, enfin la sociologie urbaine, à la Henri Lefebvre, etc., qui a aussi inspiré, comme vous le savez mieux que moi, tout ce qui est situationnisme, etc. On est parfois entre les deux, entre l'artistique et le politique, ou en tout cas considérer qu'il y a une dimension artistique ou esthétique, enfin selon les termes utilisés. Et je me demandais, comme Sylvain, lui, c'est un artiste, par exemple, bon, voilà, il fait des pièces de théâtre, il fait des romans. Alors là, tu as parlé de ta casquette journaliste, mais finalement, est-ce que tu n'envisages pas le journalisme avec une sorte de performance artistique, même si jamais tu n'as jamais parlé à part le fait que tu as dit que voilà, c'était nickel, ou que la faute d'orthographe comme esthétique, enfin, je ne sais pas si tu réfléchis à ça, mais en tout cas, et vous, Nicolas et Louis, parce que là, Nicolas, tu viens de dire, alors nous, on voulait surtout pas un hardzine. Alors là, on se dit, ah bon, d'accord. Donc en fait, l'art, ça l'intéresse pas. Alors, enfin voilà, en tout cas, c'était une grosse question, c'était
est-ce qu'il y a une dimension artistique dans vos 3 projets? Et en fait, la troisième chose que je voulais vous demander, alors là, c'était plus le contraste entre vous, parce que du coup, je me demandais, Sylvain, il n'a jamais prononcé le mot politique, alors que, évidemment, que Paplard, ça avait un rôle hyper politique. Moi, j'ai participé à 3-4 paplards, notamment celui au Hellfest, parce que Sylvain a peur des métalleux, donc il ne voulait pas y aller. Mais ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, le matin, quand le paplard arrive dans n'importe quel festival, les gens disent alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Et il y a aussi des rumeurs qui se propagent. Il y a quelque chose de spécifique qui apparaît avec la propagation papier. Ou alors un tel qui dit hey, je suis en photo. Tout d'un coup, il a une personne qui est en photo dans le paplard, mais du coup, il est célèbre sur tout le festival. Alors que je veux dire, le nombre de milliers ou de dizaines de milliers de photos qui sont prises par des téléphones et où personne n'en a rien à taper. Et donc je voulais dire, la dimension politique, évidemment qu'on la voit dans les 2 autres projets, et ça, notamment, ce que tu as dit, Louis, moi qui travaille sur les scènes locales, etc., c'est vraiment, ça m'a vraiment fait triper. Mais ce que je voulais vous dire, c'est, voilà, j'ai pensé à la dimension politique et je me suis dit, vos 3 discours ont l'air différents, mais finalement, il y a quand même quelque chose en commun. Voilà, j'ai pensé, il faudrait que je travaille à essayer de voir ce qu'il y a en commun, quoi. Donc voilà, réseaux sociaux avec les téléphones par rapport à votre action. Est-ce qu'il y a une dimension artistique ou esthétique dans vos actions? Et puis là, c'était peut-être plus pour Sylvain, parce que pour les autres, c'était quand même plus explicite. Est-ce qu'il y a une dimension politique dans la démarche? Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, parce que... Il est 6h, on va s'arrêter là. Bon, on reste entre nous, qui relève le défi. Est-ce que j'ai le droit d'adresser une petite invitation? Si Patrick Le Bellec est connecté, qui nous rejoigne sur la dimension artistique des fanzines à Dunkerque. Mais je ne sais pas s'il est connecté. Petite invitation. Il était sur Twitch tout à l'heure. Il peut venir sur whereby.com/akazine s'il a une webcam ou ne serait-ce qu'un micro. Voilà, peut-être. En attendant, vous pouvez commencer à répondre. Oui. Non, je voulais juste d'abord répondre sur le Hellfest pour Jérôme, pour faire rire Jérôme, mais mon acolyte Jérôme Todon est fan de métal et quand les gens nous posaient des questions en disant ah, vous faites les The Rock, les Franco, tout ça, mais vous faites que des festivals de musique, je répondais bah non, on fait le Hellfest. Et ça hérissait les poils de mon collègue Jérôme Todon et certainement de Jérôme Guibert. Non, juste pour le premier point, les réseaux. En fait, nous, c'était un fanzine qui coûtait quand même très cher parce qu'il y avait une grosse diffusion et puis c'était tout en couleur, on faisait appel à des imprimeurs dans la nuit et tout, qu'on faisait travailler la nuit. Hein. Enfin, ils commençaient à imprimer le journal vers 3-4 heures du matin. Nous, on a pu le faire parce qu'à l'époque, les sponsors nous suivaient. Et je ne sais pas si aujourd'hui, en 2021, une Société Générale ou une Fnac ou un Cronenbourg nous donnerait la même chose pour du papier. Je ne pense pas. Et surtout, avec toutes les préoccupations écologiques qu'il y a aujourd'hui en 2021, bon, nous, c'était il y a 10-15 ans. On se soucie un peu moins de ça et avec nos 700 000 exemplaires imprimés, on a coupé quand même pas mal d'arbres. Hein. Donc, je ne sais pas si un média comme Paplard pourrait exister aujourd'hui. Pour ces 2 raisons, l'écologie et les financements qui se répercutent très certainement sur le web et tout ça. Pour l'artistique, l'artistique, c'était évident chez nous. Enfin, Greg Bréhin, qui aujourd'hui est à la tête d'un collectif artistique qui s'appelle Yodel, est vraiment ce qu'on appelle un DA. Hein. Et puis, toutes les photos qu'on publiait étaient vraiment très soignées. On avait notamment un photographe qui, pour moi, était une légende vivante et c'est lui qui est venu nous demander de travailler avec nous. C'était Yuri Lanquette. Yuri Lanquette, que les plus jeunes connaissent par la fameuse photo de Kurt Cobain avec son gun qui a été prise une semaine avant de mourir. Bon, c'est Yuri qui les avait faites. Et Yuri est venu nous solliciter pour bosser pour nous. Donc, les premières fois gratuitement, et puis après, je le payais un peu parce qu'il est revenu sur je ne sais plus combien de numéros. Et Yuri, par exemple, son challenge, lui, par rapport aux autres photographes de l'équipe, c'était de tous les soirs faire la couve. Il voulait
au moment du bouclage, faire la couve. Donc, il se baladait avec son appareil photo et alors, pour expliquer, le logo de Paplar, c'était un triangle. Et donc, il se mettait un triangle devant son objectif au moment où il prenait les photos pour être sûr de gagner le soir même. Donc, des fois, il perdait. Donc, mais il y avait vraiment un aspect artistique. On se permettait des belles doubles. Non, c'était vraiment très important. Et quant à l'aspect politique, on essayait de mettre en avant plutôt les petits artistes, entre guillemets, des festivals. Même au Franco, on a réussi à trouver, Franco qui est quand même très variété française, on a réussi à se faire plaisir, puisque nous, on était plutôt quand même, on va dire, pop rock, voire rap. Et on a réussi à se faire plaisir en allant mettre en avant des artistes qui jouaient ou sur des scènes obscures, ou en révélation machin, ou chantier des franco-bidules. Et ça nous intéressait pas mal. Alors, on ne s'empêchait pas de faire des grosses stars si on y avait accès, hein, mais là, l'aspect politique, c'est de valoriser ceux qui sont en développement, les artistes en développement. Et en plus, c'était souvent les plus drôles. Donc, c'était... Voilà, donc... Après, on se revendiquait pas politique, mais comme on faisait participer tout le monde, et notamment les festivaliers, effectivement, ce que racontait Jérôme, c'était très drôle. Il y avait des types qui se retrouvaient le lendemain, après avoir passé une nuit, je sais pas, en slip avec un drapeau, ils se retrouvaient en couverture à 5000 exemplaires le lendemain quand ils se réveillaient de sa cuite, et c'est vrai que ça faisait beaucoup rire. Ouais. Voilà, j'ai essayé de répondre aux 3 questions. Ouais, je veux bien essayer de. Alors, je crois que je ne me souviens pas tout à fait des 3 questions, mais pour commencer sur celle des réseaux sociaux, et du coup, est-ce que ça rendrait un peu obsolète l'expérience du fanzine, nous, tel qu'on l'a vécu? Moi, je pense que la grosse différence qu'il y aurait avec les réseaux sociaux, c'est quand même que le fanzine, c'est un dispositif. Ça reste quelque chose de papier qu'on a entre les mains, et du coup, c'est un dispositif attentionnel qui est quand même bien particulier, qu'on ne peut pas faire comme sur les smartphones, on ne peut pas balayer. Et puis, c'est assez encombrant aussi. Enfin, ça dépend, il y en a des très fins. Le nôtre, c'est un A4 plié en 2. Donc, on ne peut pas s'en séparer tant que ça. Il est suffisamment bien fait, entre guillemets, pour qu'on n'ait pas envie de le jeter non plus à la première poubelle qu'on croise. Ce n'est pas un prospectus non plus. Donc, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses qui font qu'on est obligé de lui porter une certaine attention. Ouais, je parle à la différence d'articles, hein, même moi, des articles de sciences sociales que je lis sur smartphone, je vois quand même que j'y passe, enfin, j'ai plus de facilité à pas sauter des passages que quand j'ai un livre entre les mains. Donc ça, après, je pense qu'il y a des gens qui l'ont documenté mieux que moi, la différence entre le numérique et le papier. Mais en tout cas, pour ce qui est des fanzines en rue papier, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'il est... nous, on le donne à des gens assez précis, au fond. Donc, qui sont quand même... Enfin, comme tu l'as dit, c'est quand même un fanzine qui est extrêmement situé. Et du coup, c'est pas envoyé non plus voilà, c'est envoyé, je sais pas, à chaque fois, on fait une cinquantaine, peut-être centaine maximum d'exemplaires. Parfois moins. Donc, du coup, voilà, les 30-40 personnes à qui on va le donner, on sait quand même qu'ils vont y développer une certaine attention. Voilà la différence des réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui est très, très comparable. Pour la question artistique, j'aurais bien voulu que Patrick Lebelec réponde à ma place. Pascal, n'hésite pas. Nous, c'est un projet qui associe. Alors, le fanzine c'est arrivé quand même par la veine sociologique, mais c'est un projet qui associe des architectes, des artistes et puis du coup Patrick Lebel qui est sur une mission art et espace public à la ville de Dunkerque. Donc, pour moi, il y a une dimension artistique. Je saurais pas bien la caractériser. Voilà, mais je pense que dans la sensibilité d'écriture, je pense même dans les écritures qu'on a de la recherche,
à mon avis, elles épousent quand même des dimensions sensibles qui se rapprochent voilà, de l'acceptation que j'aurais moi de l'art. Et voilà, Nico, peut-être tu veux partir de la palissade. Ouais, sur cette idée de communication enfin de différents modes de communication qui coexistent. Du coup, il me semble que c'est pas du tout la même. On a parlé un peu du coup chacun, mais de manière pas vraiment ciblée sur les temporalités de travail, etc. Mais il y a des temporalités de lecture aussi et d'appropriation d'un document écrit. Et il me semble que le papier, le papier sous une forme qui soit pas un livre broché, ou alors euh, ou pas un livre broché à quantité industrielle, parce que du coup on travaille aussi avec des gens, par exemple sur Grenoble, ou des expériences canadiennes de, de documentation de ce qui se passe sur place avec des livres cousus, enfin pardon, pas des livres, du coup des pages cousues dans le cadre même de l'action. Et donc là, il y a un rapport à l'objet qui me semble assez différent, qui n'est pas du tout celui du smartphone, de la tablette ou de l'ordinateur, et qui a un rapport au temps au temps d'appropriation, de digestion, de lecture, d'appropriation de ce qui se passe, qui n'est pas du tout le même. Et je ne pense pas qu'à un moment, les choses puissent se remplacer aussi facilement, et que c'est sans doute différentes modalités qui permettent de coexister, de se rendre compte un peu différent. Après, j'ai du mal à parler sur les réseaux sociaux parce que volontairement, j'y suis pas. Mais enfin, du coup, si je peux parler de pourquoi j'y suis pas, peut-être. Et donc, du coup, la manière dont les gens l'utilisent, là, je ne sais pas trop. Et sur la dimension artistique, ouais, j'étais un peu trop caustique sur le hardzine, parce que du coup, il faudrait que j'explique du coup ce que je sous-entendais derrière le hardzine. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est plutôt de considérer moins le fait de la distinction entre le fait que c'est de l'art ou que c'est pas de l'art, c'est plutôt quelles sont les dimensions artistiques qu'on arrive à mettre en place dans le cadre en tout cas des fanzines, par exemple, qu'on a réalisé papier. Après, je parlerai de celui qui est sous forme de film et celui qui est en préparation sous forme de podcast. En tout cas, les papiers, on essaye d'y faire attention, mais en même temps, c'est noir et blanc, facilement photocopiable. C'est fait avec pas InDesign, en l'occurrence, parce qu'aucun de nous l'a à disposition. C'est fait avec des logiciels de traitement de texte et on est entre guillemets commandé par l'espèce de multiple de 4 du nombre de pages, ce qui fait qu'on a des pages blanches, on n'a pas des pages blanches, on a des pages sur lesquelles on peut mettre des photos, on peut pas mettre de photos, où on met des dessins, pas des dessins et tout ça. Et on est aussi pris dans une cadre d'urgence, c'est qu'à un moment, le fait que ça soit photocopiable, noir et blanc, facilement, que même avec une pauvre photocopie, en fait, le texte, il reste lisible et l'image, elle soit suffisamment... En fait, ces contraintes-là influent beaucoup sur ce qu'on peut mettre ou pas en image et qu'elles sont prioritaires par rapport à un truc qui serait, entre guillemets, beaucoup plus réussi avec des nuances de gris hyper intéressantes et tout, alors que ça pourrait être tout à fait aussi être un des critères euh, d'orientation de l'action, mais c'est pas le nôtre. Après, la personne qui a fait le film, c'est une intervention qu'on avait fait dans les couloirs de Paris 8 en déclamant à plusieurs les 4 textes, les 4 tracts des Lascars du Lep du coup, je me souviens plus du titre, c'est Vous ne pouvez rien faire contre nous, nous vous empêchons de vieillir. Ça a été filmé, c'était une seule prise dans le cadre de l'intervention. Et puis après, la personne d'entre nous qui a le plus d'habitude et qui est, enfin, je vais dire qui a le plus d'habitude, non, qui est cinéaste, on va dire, du coup, a fait le montage et tout. Et donc là, il y a une appropriation un peu plus, peut-être plus facile, en tout cas, du médium artistique. Et le podcast, moi, je suis musicien, du coup, je peaufine un peu les mix que je livre depuis. On a réalisé des fictions avec des bruits de fond, etc. Donc là, moi, je suis musicien, j'ai l'habitude de faire un peu de mix et de traiter du son, et donc j'essaye de faire en sorte que ça soit le plus propre possible de ce côté-là, parce que j'ai une expertise et que la mise en page papier sur un logiciel comme LibreOffice, par exemple, là, j'ai des compétences très très limitées et je dois utiliser le logiciel à 5% à peu près de ce qu'il est capable de faire.
Et on estime que pour l'instant, ça nous suffit parce que ce qu'on cherche à diffuser est peut-être plus important que des aspects de forme trop handicapants et du coup, je trouve que le A1, il est vraiment hyper bien fait. Enfin, c'était avec une intelligence du pliage, etc. Et tout, sauf qu'en fait, il n'est pas du tout utile puisqu'on on peut plus l'utiliser comme pour le donner à quelqu'un et en discuter pour que cette personne-là rentre chez elle et puisse prenne le temps de le déplier, parce que du coup, c'est un truc mais ça dépasse du cadre. C'est vraiment grand. Du coup, il y a une carte mentale qui est écrite tout petit, mais très belle, mais en fait, on peut pas le diffuser. Donc, il y a une espèce de rapport un peu bizarre avec ça. C'est ce que je cherchais à dire derrière la notion un peu vide de hardzine. Peut-être juste je poursuis sur Dunkerque, la dimension artistique. On avait une forte préoccupation à la fois politique et sociologique. Voilà. Et donc la question de la dimension artistique, on l'a pas vraiment investie, mais je pense qu'elle est là, au moins alors sur deux aspects. Louis a commencé à le dire, sur la dimension de l'écriture. Là, il y a d'évidence des choses qui ont bougé pour nous dans la manière d'écrire. Louis a montré de très belles capacités, et véritablement très positivement, à découper les textes, à les recomposer, etc. Des choses qu'on ne fait pas habituellement dans les labos. Un labo, un texte arrive, personne ne va le prendre pour commencer à le découper et envisager sa publication. Voilà, ça, c'est des choses qui progressivement sont rentrées dans nos expériences d'écriture. Et puis moi, je pense que le fanzine, en tant que perturbation, en tant que provocation, en tant que dérive, etc., dans son existence même, de par le fait qu'il est minoritaire, qu'il est très situé, etc., il y a quelque chose d'une forte d'une esthétique dans ses dimensions relationnelles, dans ses dimensions de vie, etc., etc. Mais ouais, on l'a pas travaillé de manière très explicite. Excuse-moi, tu peux juste redire la deuxième idée, repréciser la deuxième idée, excuse-moi Pascal. Ouais. Alors là, ça ouvre la discussion sur quel périmètre on peut retenir pour une qualification d'artistique. Tu peux avoir une caractérisation qui va porter sur l'objet lui-même, c'est-à-dire effectivement le fanzine, et là on est un petit peu court parce qu'on y a pas beaucoup réfléchi, etc. Même si je pense que lorsqu'on a nos fanzines de Dunkerque entre les mains, il y a quelque chose, ils ont été composés, ils renvoient quelque chose, et donc je pense qu'il y a effectivement une dimension artistique. Mais la deuxième dimension, c'est le geste même du fanzine, c'est-à-dire l'existence du fanzine comme perturbation, comme provocation, comme interpellation, etc. Ce geste-là, pour moi, a aussi une qualité artistique. Ce geste construit une sensibilité, construit un éprouvé, renvoie une esthétique de vie, de relation, etc., etc. Donc, moi, je verrais ces deux dimensions. Sur l'objet lui-même, on n'y a pas beaucoup réfléchi. Sur cette dimension d'une présence, là, il y a une construction, à mon avis, qu'on pourrait qualifier d'artistique, oui, je pense. Et est-ce que, pour rebondir sur ce que tu dis, Pascal, et ce qu'a dit Louis, est-ce que vous avez pu remarquer aussi, et par rapport à la dimension artistique, certaines personnes qui se sont autorisées à agir, voire à dessiner, alors que justement, elles ne vont pas se considérer comme artistes, dire non, non, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas écrire, enfin, c'est des choses qu'on rencontre assez souvent. Et puis finalement, le format fait que tout d'un coup, les gens passent dans l'action, se prêtent au jeu, et ensuite on n'a même plus besoin de leur demander, c'est-à-dire ils vont même plus loin que ce qu'on attendait. C'est un peu ce que j'ai senti quand tu as montré, Louis, tout à l'heure, l'écriture, là, qui est finalement non filtrée, elle est en brut, hop, on la diffuse, on la photocopie, et elle prend une nouvelle dimension, éventuellement artistique, hein, on peut porter un regard artistique là-dessus. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu observer? Oui, bah, je dirais oui. Enfin, je voyais Pascal qui disait oui de tête, et je dirais oui aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, du coup, notamment sur le premier fanzine, avec la liberté de propos qu'on a donné, enfin, qu'on s'est laissé, puis enfin, il y a les propos thèmes, il y a d'autres propos, voilà, qui montrent un peu le spectre de possibles, et puis la liberté voilà, de dessiner, de moduler les types d'écriture, etc. C'est quelque chose du coup, qui a ouvert un espace facilement appropriable par les différentes personnes qui gravitaient autour du projet. Et il y a eu, du coup,
après, au fil des années, hein, parce que c'est une expérience de 3 ans maintenant, c'était devenu un espace où, ah bah tiens, ça, faudra l'écrire dans le fanzine, tiens, ça, faudra le mettre dans le fanzine. Enfin, tout le monde l'avait en tête, un peu cet espace. C'est devenu un espace collectif, quoi, le fanzine, comme espace collectif du projet dans lequel on pouvait venir voilà, placer une parole sans trop de filtres, une photo, enfin tout ce qui faisait sens pour les uns et les autres. Et en ça a été très chouette parce qu'au tout début, on a vu vraiment l'évolution de ce rapport-là, quoi, de ce média au collectif. Parce qu'au début, enfin, je vous dis, au début, personne ne connaissait, enfin, très peu de gens connaissaient même le mot fanzine en lui-même, quoi. Et là, c'est devenu un mot commun, on va dire, du quartier et du projet. Pascal, peut-être tu veux compléter sur cette dimension. Ouais, les quartiers populaires, il y a une violence qui est vraiment une disqualification. On considère que les gens, je sais pas, ils ne créent rien, ils produisent rien, etc. Alors, bien sûr, les cultures, les musiques, etc. sont quand même venus largement secouer le cocotier là-dessus, mais quand même. Et le fanzine a eu une fonction, je sais pas, de révélateur, a fait émerger, voilà. Et donc, moi j'ai des exemples. Cheyenne, qui habitait le quartier, qui était en formation de monitrice éducatrice, et donc elle avait envie d'une écriture, etc. Et puis le texte sortait pas, etc. À un moment donné, je lui dis, ben si tu veux, je t'interviewe, voilà. Et puis elle commence à parler et le texte était écrit. Et tout à coup, elle se met à parler, mais le texte, j'ai eu qu'à faire le travail d'une machine à écrire ou je sais pas, d'une imprimante, etc., etc. Et ça, c'était très beau, c'était très fort. Et puis je pense aussi à Anthony, au bout de quelques temps, on découvre parce qu'il a une passion du jardinage, des paysages, des aménagements, etc., qui dessine. Mais ce dessin qui était vécu à un endroit spécifique, tout à coup, ce dessin peut venir à un autre endroit, avec une dimension publique, une dimension comme ça d'attention et de considération pour ce qu'est le dessin, ce qu'est le dessin en soi, quoi. Donc le fanzine a eu cette fonction. Ouais. Ok. Est-ce que Jérôme, tu avais peut-être une dernière question? Moi, j'en ai pas eu d'autres. Autrement, bon, bah, on peut. Pascal, on va conclure là dans ce cas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que on a fait des sessions sur des fanzines dans des univers très différents là pour cette première année. Et bon, ben, on voit bien tout le boulot qu'on a à faire, enfin, qu'on peut faire, et comment les gens, on peut les faire participer si ça les intéresse. Mais on voit bien que là, on a tous les éléments dans le désordre pour construire des explications. Et c'est vrai qu'on est rendu dans une période où, il y a encore 5 ans, on nous disait non, mais les gars, c'est dead le papier, l'imprimé ou même le photocopier. Là, maintenant, c'est fini, le potentiel, il est ailleurs. Enfin, et là, on voit bien qu'il y a un espèce de truc post, entre guillemets, où enfin, je veux dire, le fait, enfin, tout ce qui est slow, entre guillemets, même si slow, c'est un terme marketing, mais je veux dire, le fait que dans les réseaux sociaux, il y a toujours ce truc d'instantanéité, de like immédiat, et puis aussi d'échanges mondialisés, où on polémique avec un type au Pérou et un autre au Japon, en direct et tout. Bon, et ça, il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Et enfin, je veux dire, le nombre de chercheurs qui expliquent que enfin, l'avenir, il est enfin, dans le lien social de proximité, enfin, à commencer par Manuel Castells ou plein d'autres gens. Bon, bah, je veux dire, l'outil fanzine, je veux dire, il a un côté enfin, qui repermet un potentiel, entre guillemets, du monde d'après, même si ça ne veut rien dire comme terme, mais enfin, voilà, qu'on touche, enfin, en termes de sensibilité. Alors, en plus, alors c'est vrai, bon, Sylvain, il met les pieds dans le plat en disant que voilà, enfin, il y a la dimension, c'est pas écologique, mais enfin, comme le disent, je veux dire, les chercheurs de l'Anthropocène, c'est pas avec des gobelets en plastique que tu vas préserver la planète maintenant dans les festivals. Enfin, la charte écologique, enfin, on est déjà rendu
faut penser structurellement une autre manière Non, même, d'envisager même le. sur ce point-là, Jérôme, je voulais dire quelque chose, c'est que c'est une fausse idée de penser que finalement le papier c'est anti-écologique par rapport à du réseau social, parce que le papier, une fois qu'il est imprimé, c'est inerte et éventuellement il peut être recyclé. Un post Instagram, j'étais en train de regarder, l'impact moyen d'un utilisateur Instagram par jour, c'est à peu près 20 grammes équivalent carbone, c'est l'équivalent de 166 mètres effectués par un véhicule. Donc tu multiplies par 1 milliard d'utilisateurs. Sur ton impact, like, poster une photo, etc., hein, si Paplar était en numérique, on va dire, il est nettement supérieur à imprimer le journal qui, lui, va durer. Et autre chose que vient de dire Jérôme, et moi je terminerai là-dessus, sur finalement, il y a 15-20 ans, on pouvait considérer que les fanzines, c'était des médias éphémères, ça durait pas parce que eux-mêmes, voilà, c'était pas des archives qui allaient durer. Et finalement, les réseaux sociaux, les Instagram, etc., ont montré qu'encore plus éphémère. Parce qu'on fait scroller, on like, mais en fait, le lendemain, on a complètement oublié l'information. Alors que finalement, là, on se rend compte que le fanzine, ou en tout cas le support papier, bah, ça reste quelque chose qui, 10 ans après, on le ressort, on a toujours l'info, elle n'est pas perdue, elle n'est pas noyée. Donc, c'est finalement, voilà, peut-être aussi une réflexion à se faire sur l'archive, hein, de tout ce qu'on peut faire aussi en recherche de terrain. Moi, je m'arrête là. Non, mais le fanzine alimente Instagram aussi. Évidemment que la réponse, c'est pas de dire ah non, ça met plus de pollution, le numérique, que le papier. Je veux dire, c'est plus ce que disait Sylvain, c'est-à-dire que du point de vue des politiques, il y a une charte et ils vont dire ouf, alors on va empêcher le papier et comme ça, on va dire politiquement, on agit pour le bien de la planète. En fait, c'est juste que voilà, c'est plus un terme en termes d'institutionnalisation. Ouais, bon, bah, voilà, moi aussi je m'arrête là et en plus je vois que nos invités veulent rajouter un mot. Non, Je non, suis non, encore mais au milieu. je suis totalement d'accord avec toi, Jérôme. Euh, les, les éventuels sponsors se serviraient de ce discours pour dire bon, on arrête. Mais non, juste pour ajouter que Paplar, et comme il était plutôt joli, c'était vraiment un truc qu'on avait envie de garder. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit oh tiens, j'ai pas le numéro 128, est-ce que tu pourrais me le retrouver et tout. Enfin, les gens le conservaient et j'en voyais quand même très très peu par terre. C'était là-dessus, on pouvait pas nous reprocher grand-chose. Bon, il y a eu un épisode une fois où il y a eu beaucoup de vent et du coup là on en a retrouvé beaucoup par terre. C'était aux Eurockéennes, mais sinon on n'a jamais causé de soucis en tout cas au directeur de festival là-dessus. Et je voudrais juste raconter une petite anecdote pour l'aspect politique, parce que m'est revenue une anecdote. Et ça, il n'y a que le papier qui le permet. Mais je me rappelle du nouveau directeur des Francopholies qui, pour se faire connaître de tout le monde, distribuait lui-même des petits tickets pour accéder à la soirée VIP le soir. Et nous, on trouverait ça un peu con. Et on s'est dit, bah tiens, on va essayer d'en choper un. Donc on en a chopé un. Et puis, bah, on l'a mis en bas de page à droite, imprimé à 5000 exemplaires dans la nuit, et avec une petite légende, découpe toi-même ton ticket pour accéder à la soirée VIP. Donc le lendemain, les vigiles de la soirée VIP se retrouvaient avec plein de tocards qui avaient découpé l'accès à la soirée, et ils ne savaient plus quels étaient les vrais tickets et tout, et voilà. Donc, bon, il a un peu ri jaune, mais il ne nous a pas viré, le directeur. Voilà. Donc voilà, un petit acte politique, mais on n'était pas vindicatif, mais on était juste un peu gratté un peu, quoi. Voilà. C'est tout, j'arrête là. Juste un mot, je pense dans un fanzine à Dunkerque, Louis avait mis une formule. Le fanzine en russe, c'est le petit caillou dans la chaussure de l'ANRU. Voilà. Oui, Ce qui oui. nous paraissait vraiment minime, etc. Ça a pris des proportions absolument incroyables. Et ce qui fait douter un peu de la culture démocratique à certains endroits, quand on ne peut pas comme ça venir, c'est même pas une provocation, etc. Moi, je suis assez bien Jérôme, c'est-à-dire que moi, je suis frappé de voir comment à chaque fois, effectivement, ça ouvre des tas de possibilités pour réfléchir, etc. Et nous, en sciences sociales, moi, au début, le fanzine est arrivé, j'ai envie de dire, presque comme un outil, comme un dispositif. Et j'en ferai aujourd'hui une sorte un peu de révélateur ou d'analyseur des questions qui se posent aux sciences sociales, quoi.
quand on voit la question du rapport aux personnes, la question des écritures, la question des dispositifs dans lesquels on se met au travail, etc. Donc on a là quelque chose qui adresse les bonnes interpellations, quoi. Donc sur l'après, le monde d'après, les possibles, ouais, je crois que le fanzine a une place quand même assez passionnante. Ouais. Bon, merci. On va peut-être s'arrêter là. Dans ce cas, Nicolas, on ne te voit plus, mais bon, je pense que tu es toujours présent. Merci à tous. Donc c'est normalement la dernière séance d'Acasine en visio. On devrait se retrouver donc à partir de la rentrée au campus Condorcet là, pour des ateliers un peu plus longs, puisqu'on aura à la fois des présentations comme aujourd'hui et puis après des ateliers de création de fanzines issus des ateliers d'échange hein, qu'on aura eu. Donc le programme, on le diffusera à partir de l'été et puis on se retrouve à la rentrée à Aubervilliers. Merci à tous, merci Merci. Pascal, Louis, Sylvain et Nicolas. Merci Merci. Jérôme. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci Sam.